Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Le Féminisme, c'est pas un truc de fille. Épisode un peu spécial aujourd'hui, puisqu'on enregistre pour la première fois au studio K de Kumquat et qu'il sera un épisode en 2 parties. On va parler d'un sujet essentiel et pourtant encore trop tabou, les violences obstétricales. Des gestes, des paroles ou des décisions médicales posées sans raison valable ou sans le consentement éclairé des femmes pendant la grossesse ou l'accouchement. En Suisse, 1 femme sur 4 dit avoir subi des contraintes et 1 sur 10 des propos insultants. Parmi elles, les femmes minorisées sont les plus touchées. Pour en parler et comprendre ce qui se joue derrière ces chiffres, on reçoit la professeure Patricia Pernou, sage-femme, enseignante, chercheuse à la Haute École de Santé Vaud et aussi anthropologue. Patricia, bonjour et merci d'être avec nous aujourd'hui. Bonjour, merci beaucoup de m'avoir invitée. Avant d'entrer dans le vif du sujet, on aime bien d'abord faire un peu connaissance avec nos invités. On vous a demandé d'apporter un objet qui est important pour vous. Est-ce que vous pouvez nous le décrire ? Donc, j'ai apporté ce qu'on appelle comme sage-femme une cornette, un stéthoscope de Pinard. Donc, c'est celui que j'ai reçu quand j'ai passé mon diplôme de sage-femme en 91. Et c'est une de nos enseignantes, Christine Pernaud, qui nous l'avait fait faire exprès. Elle est plus petite que celle qu'on trouve dans les magasins spécialisés pour nous toutes. Et puis pour moi, ce qu'elle symbolise, donc c'est un outil qu'on peut utiliser pour écouter le fœtus quand il est encore dans le ventre de sa maman. Elle symbolise le lien aussi avec beaucoup de collègues. Notamment avec Christine, qui est une de nos profs, qui nous a appris une certaine rigueur professionnelle, c'est-à-dire vraiment faire attention à ce qu'on fait, faire les choses de manière attentionnée, sûre, avec beaucoup de soin. Et ça a été, je pense, important. C'est aussi de cette manière qu'on a de se construire, qui est vraiment avec les autres, en fait, dans toute profession, mais chez les sages-femmes, c'est vraiment important. Et je vois que vous avez apporté un deuxième objet aussi. Oui, j'ai un livre qui s'appelle Décoloniser l'ethnographie. Je traduis le titre, qui est un livre sur la recherche qualitative et qui montre aussi des pistes pour faire de la recherche qualitative qui soit de plus en plus respectueuse en fait des personnes auprès de qui on enquête. En se contentant pas d'aller juste les écouter, de leur voler leur savoir, puis de se valoriser ensuite avec, mais de chercher des voies pour que les personnes qu'on rencontre sur nos terrains de recherche soient de plus en plus reconnues et valorisées à juste titre. Merci. Patricia, pour commencer, si vous n'étiez pas devenue anthropologue, vous seriez... J'étais pas devenue anthropologue. Géographe. Bon, c'est un peu la même chose, mais... Et ce fameux déclic, vous vous souvenez du moment où vous vous êtes dit « Ok, c'est ça que je veux faire de ma vie ». Anthropologue ou sage-femme ? Alors expliquez-nous les deux. Sage-femme, c'est en voyant des sages-femmes travailler, vraiment. Des sages-femmes que j'ai admirées tout au long de ma carrière pour leur manière justement d'être très respectueuse des femmes et d'être très douce et très attentionnée. C'est elles qui m'ont donné envie d'être sage-femme. Anthropologue, c'est parce que je m'intéressais aux questions d'équité, aussi à la situation des femmes immigrantes qui attendent leurs enfants en Suisse. Puis je me suis dit, anthropologie et immigration, il me semble que ça va ensemble. Et un peu naïvement, j'ai foncé tête baissée dans l'anthropologie sans vraiment bien connaître la discipline. Ça me caractérise aussi assez bien, c'est le côté un peu impulsif. D'ailleurs, c'est comment concrètement d'être une femme anthropologue dans ce milieu ? C'est intéressant comme question. Tout d'abord, j'ai été beaucoup avec des anthropologues hommes au début de mon parcours universitaire qui m'ont amené beaucoup de choses. Mais c'est pas auprès d'eux que j'ai appris qu'il y avait énormément d'anthropologie féministe et de sciences sociales féministes qui, aujourd'hui, me nourrissent beaucoup plus. Dans le sens où elles tiennent compte justement des oppressions intersectionnelles et puis du fait que les inégalités touchent différemment les hommes, les femmes, et elles ont créé des outils, notamment théoriques, qui nous aident à analyser les données, qui sont beaucoup plus utiles, ou en tout cas complémentaires des outils que j'avais à l'époque. Et donc, ça a été un point où longtemps, en fait, j'ai pas eu accès aux outils qui sont les miens aujourd'hui, j'étais dans un monde plutôt masculin. Est-ce qu'il y a une personne ou une rencontre qui a particulièrement marqué votre parcours ?
Il y en a, il y en a plusieurs. Bon, la rencontre peut-être principale, c'est Solène Gouillers. Donc c'est aussi docteure en sociologie, qui est beaucoup plus jeune que moi. On s'est connus pendant notre chemin de thèse, mais c'est quelqu'un qui intellectuellement est brillant, qui est hyper bosseuse, très curieuse, et qui m'a vraiment... Enfin, c'est avec elle, à son contact, en fait, que j'ai réussi à finalement définir quel genre d'anthropologue j'allais être. Et je pense que c'est la rencontre intellectuelle la plus importante, avec peut-être aussi celle d'une collègue sage-femme, Maria Pia Politis, qui, quand j'étais à mes débuts dans l'enseignement, quelqu'un de très intéressé à l'équité, à la santé publique, et qui m'a aussi énormément nourrie, notamment en lecture, en littérature, parce que j'aime bien lire, mais c'est vrai qu'on a besoin des autres pour trouver des chemins, de nouveaux chemins dans la lecture. Et pour le petit côté rebelle, peut-être est-ce qu'il y a un conseil que vous avez jamais suivi, mais aujourd'hui vous vous dites « mais j'ai bien fait ». Le petit côté rebelle. Mais c'est plutôt presque l'inverse, en fait. C'est que je viens d'un milieu qui n'étudiait... Enfin, mes parents n'ont pas étudié. Il y a des règles très précises dans le milieu universitaire auxquelles j'avais pas accès. J'avais accès à plein d'autres choses tout autant importantes dans ma vie. Et le petit truc que j'ai pas suivi, c'est toutes les règles implicites du milieu universitaire que je ne connaissais pas et qui m'ont donné bien de la peine, parce qu'il y a des choses qu'on considère comme allant de soi, des règles qu'on devrait savoir suivre et qui sont jamais ou rarement dites. Et ce que j'ai pas suivi, c'est tout le temps qu'il m'a fallu en fait pour pouvoir découvrir ces règles un peu au hasard des rencontres. Et donc, c'était pas volontaire. Vous auriez pu travailler sur 1000 sujets en anthropologie. Pourquoi est-ce que vous avez choisi les violences obstétricales ? Alors, de nouveau, là, c'est la question de la rencontre avec Solène Gouillers, donc, qui m'a approchée parce que c'est elle qui avait vraiment repéré en fait que ce sujet devenait extrêmement important, qu'il fallait qu'on s'en empare, qu'il fallait qu'on fasse quelque chose, qu'il fallait qu'on soit aussi original. Il y a eu beaucoup de critiques de la médicalisation, et c'est aussi ça qui m'a amenée à, je dirais, à reconsidérer les approches que j'avais moi, qui étaient plus sur justement les questions d'équité, inéquité, autour de la naissance, à partir en fait de ces réflexions à elle. C'est-à-dire qu'on a fait un projet global, mais qu'elle avait amené elle-même, je veux dire, et elle avait une idée déjà très précise. Et puis à ce projet, on a pu aussi intégrer justement les préoccupations autour de la justice reproductive, les injustices reproductives, et c'est ça qui m'y a amené. Merci. Avant d'aller plus loin, peut-être, est-ce qu'on pourrait revenir sur ce terme de violence obstétricale, et puis on entend parfois violence gynécologique, violence obstétricale. Est-ce que c'est la même chose ou est-ce que c'est important de les distinguer ? C'est plus le moment où des violences auront lieu. C'est-à-dire que gynécologique, c'est un petit peu plus large parce que ça va concerner en fait tout le parcours de soins gynécologiques, c'est-à-dire tous les contrôles en fait qui sont un peu proposés, voire assignés aux femmes depuis la ménarque jusqu'à la ménopause. Et puis ça a aussi lieu en dehors de la périnatalité. Tandis que quand on parle de violence obstétricale, c'est vrai que les écrits et puis les revendications, elles sont beaucoup plus centrées non seulement sur la période périnatale, mais assez spécifiquement aussi sur l'accouchement. Donc maintenant, on a aussi toute une série d'autrices qui cherchent un tout petit peu à se décentrer de l'accouchement, notamment à intégrer le postpartum, qui reste un petit peu le parent pauvre en fait des réflexions socio-anthropologiques autour de la période de la naissance. Et puis pour être sûr qu'on a toutes et tous la même chose à l'esprit, est-ce que vous pourriez nous dire donc qu'est-ce que sont ces violences obstétricales ? Alors, il y a des débats actuellement, il y a des désaccords. Et c'est vrai que dans notre recherche, on n'a pas voulu, par exemple, nous-mêmes, on cherchait à créer une définition qui serait arrêtée. Dans les débats publics, ça c'est vraiment le travail de Solène Gouillers. Ce qu'on va beaucoup entendre, c'est justement les questions liées au consentement, liées à la communication bonne ou mauvaise,
à l'imposition de soins qui sont parfois pas démontrés efficaces, voire qui sont même proscrits. C'est des choses qu'on voit souvent. Ça, c'est un peu les reproches les plus fréquents qu'on va entendre quand on parle de violence obstétricale. Aussi des gestes, des attitudes, soit au niveau relationnel, mais aussi au niveau physique. Et puis, justement, dans notre projet, une des originalités, c'était d'aller voir un petit peu au-delà pour pouvoir mettre en évidence des formes aussi d'injustice qui peuvent exister ou des formes d'attitudes ou de phénomènes qui, bien qu'ils ne soient pas intégrés à ces débats publics, peuvent être questionnés en termes de violence et notamment de violence de genre. C'est vrai qu'un des points importants, c'est que si on utilise le terme de violence obstétricale et pas un autre, c'est qu'on veut se référer à des violences de genre, des violences systémiques qui sont à mettre en lien avec d'autres types de violences qui arrivent spécifiquement aux femmes. Vous évoquez la notion du consentement et puis surtout l'absence de consentement qui est derrière ces violences obstétricales. Justement, quand et comment est-ce que ce consentement est demandé et puis surtout, comment est-ce que c'est appliqué dans nos hôpitaux ? Ce qui est sûr, c'est que le consentement, en fait, c'est un droit des femmes, le droit au consentement, le droit à une information suffisante et détaillée, puis un consentement qui est régulier, c'est un droit. Le droit au refus de soins, c'est aussi un droit qui est inscrit dans la loi, dans le droit des patients. Et c'est vrai qu'historiquement, c'est pas quelque chose qui était pratiqué si systématiquement. Moi, comme sage-femme, j'ai par exemple appris à faire des épisiotomies sans informer les femmes ni demander aucun consentement. Je fais partie d'une école. Quand j'ai fait ma formation en 88-91, où il y a peu de choses pour lesquelles on demandait un consentement aux femmes. C'est-à-dire qu'au mieux, on leur expliquait ce qui se passait, nos inquiétudes et ce qu'on allait faire. On ne donnait pas d'option, ni on ne demandait le consentement. Et puis, ça, c'est quelque chose qui a quand même changé. Et puis maintenant, c'est vrai qu'il y a une revendication quand même beaucoup plus large, justement, par les associations. Aussi les personnes les juristes, que le droit soit mieux respecté. Je pense que ça s'est beaucoup amélioré, mais après, on sent dans certaines réponses que moi j'ai pu entendre de personnes qui disent oui, mais on va pas faire signer une feuille toutes les 5 minutes. Oui, l'idée c'est pas de faire signer une feuille toutes les 5 minutes, mais c'est à chaque fois qu'on va faire quelque chose qui est un peu particulier, c'est de voir avec la personne concernée si ça va pour elle, parce que ça, en général, c'est possible de le faire. Comment est-ce que cette prise de conscience a émergé dans l'espace public ? Comment la parole des femmes, est-ce qu'elle est sortie du cercle privé pour atteindre la sphère médiatique ? Ça peut changer en fait d'un contexte à l'autre. Donc dans les travaux de Solène Gouillers, elle a vraiment fait tout un grand travail là, autour de ces questions sur comment est-ce que ce débat il émerge en Suisse. Et Clara Blanc l'a fait dans une moindre mesure en France. On a quand même en Suisse des journalistes qui se sont quand même empoignés de ce thème en observant en fait ce qui se passait dans d'autres pays, puis qui ont commencé aussi à faire des articles de journaux, des émissions, puis à interviewer différents types d'acteurs. Et puis c'est comme ça qu'en Suisse, peut-être un petit peu, c'est un peu déphasé dans le temps par rapport à la France. Enfin, ça commence à peu près à la même époque, mais comme on est un peu une région aussi un peu plus petite, beaucoup plus circonscrite, la Suisse romande, c'est vraiment petit si on regarde par rapport à la France, on n'a pas de mégapole, etc. C'est vrai que c'était beaucoup plus discret, ces débats. Et en Suisse, vous pouvez nous dire les chiffres ? Alors, on a toujours le chiffre que vous avez annoncé tout à l'heure, d'après, donc c'est l'étude de Stefan Eulafen de la BF, donc la Berner Fachhochschule, la Haute École de Berne, qui citait environ 25%, 27% de femmes qui déclarent avoir subi une forme de pression, coercition, il dit, durant les soins obstétricaux, c'est-à-dire d'avoir eu la sensation d'être contrainte, de subir une pression à accepter des soins ou une certaine forme de suivi pour lequel qu'elle ne souhaitait pas nécessairement.
Donc c'est quand même beaucoup de femmes qui disent vivre des dépressions en fait quand elles sont dans les soins obstétricaux. Quelle est la reconnaissance institutionnelle et politique autour de ces violences ? Alors, de nouveau, dans les travaux de ma collègue Solène Gouillers, on voit qu'il y a plusieurs politiciennes qui se sont emparées du thème, qui ont fait des interpellations politiques pour que le thème soit étudié, traité. Et donc, au niveau des politiciennes plutôt de gauche, faut le dire, il y a quand même un investissement qui est là. Il y a une réponse, en tout cas, qui a été donnée dans presque toutes les maternités, c'est de mettre en place des consultations de vécu d'accouchement. Donc, c'est des consultations qui sont, je pense, assez intéressantes parce qu'elles permettent aux femmes de revenir sur ce qui s'est passé sur leur accouchement, d'éventuellement avoir des réponses par rapport à pourquoi telle ou telle décision a été prise. Mais c'est vrai qu'on aimerait aussi qu'il y ait une publicité ou des initiatives aussi fortes par rapport à qu'est-ce qu'on fait pour que l'accouchement se passe bien. Oui, au niveau des maternités, c'est sûr que le sujet, il n'a pas laissé indifférent. Il n'est pas toujours accepté. Il y a des professionnels qui acceptent de parler de violence, mais il y en a aussi qui refusent le terme, qui le trouvent trop accusateur. Mais il y a quand même des initiatives dans les maternités, notamment la création en fait de cette consultation de vécu d'accouchement qui a été installée a priori dans toutes les maternités et qui permet en fait aux femmes d'aller et de revenir en fait sur leur expérience d'accouchement, d'obtenir des informations complémentaires. Donc il y a certainement un intérêt important, notamment pour les personnes qui n'auraient pas compris tout à fait pourquoi certaines options ont été prises au moment de l'accouchement. Après, c'est vrai qu'on aimerait avoir aussi beaucoup d'initiatives qui concernent peut-être plus la grossesse ou le moment d'accouchement lui-même. Et puis, on aimerait aussi des conditions de travail qui soient de manière pérenne, tout à fait satisfaisantes, autant pour les sages-femmes que pour notamment les assistants, par exemple, médecins. Parce que c'est vrai que la qualité des soins, elle va aussi en partie dépendre des conditions de travail. Mais c'est vrai que c'est un peu interpellant qu'il y ait eu autant d'énergie qui soit mise dans l'après, en tout cas dans ce qui a été médiatisé, que dans le moment de l'accouchement, même s'il existe en Suisse romande plusieurs maternités qui ont eu des initiatives pour améliorer les suivis, en tout cas l'expérience du suivi pendant toute la période périnatale. C'est intéressant ce que vous dites parce qu'une des questions qu'on se posait, c'est que derrière ces statistiques et ces définitions, il y a des vécus qui sont très concrets, souvent douloureux, sur lesquels il n'est pas toujours facile de mettre un mot. Est-ce que vous pourriez nous aider alors à comprendre comment une femme peut réaliser ce qu'elle a vécu est hors norme ? Comment est-ce qu'on peut oser questionner la légitimité médicale et puis sortir de ce truc de ce sont des médecins, ils savent ce qu'ils font ? C'est vrai que c'est intéressant que vous parliez de la confiance dans le milieu médical. C'est vrai que cette confiance, elle est souvent encore très, très présente. Et puis, c'est bien. Je pense que d'une partie, c'est bien et qu'il y en a besoin. Après, ça ne doit pas être une confiance aveugle. Et puis, c'est vrai que la confiance, ça se mérite. Et ça se mérite sur le long terme. C'est-à-dire, on va avoir confiance dans un médecin chez qui on va parce que de manière régulière, il nous soigne bien. Ou une sage-femme parce que de manière régulière, il nous soigne bien. La confiance, ça ne peut pas se décréter. Et s'il y a une rupture de confiance, il faut qu'on s'interroge, nous, comme professionnels de santé, vu que j'ai la double identité, sur qu'est-ce qui a pu, à un moment donné, en fait, faire une rupture de confiance. Pour répondre à la première partie de votre question, c'est qu'est-ce qui fait que les femmes, à un moment donné, se posent la question sur mais qu'est-ce qui m'est arrivé, est-ce que c'est normal ou pas que j'ai été traitée d'une certaine manière. Il y a un excellent article justement de ma collègue Clara Blanc sur le fait que c'est justement le partage souvent avec d'autres personnes et notamment avec d'autres professionnels qui fait que les réactions en miroir, en fait, des gens qui nous écoutent bien quand on a vécu une certaine expérience et qui
eux-mêmes s'offusquent ou s'attristent, en tout cas réagissent en pensant que ce qui s'est passé, c'était pas normal, c'est ça qui souvent permet de quand même réaliser qu'il y a des choses à questionner dans une certaine prise en charge, dans un certain suivi. Et notamment les médias aussi ont joué un rôle par rapport à ça, c'est-à-dire en diffusant des témoignages, c'est vraiment dans cet article de Clara Blanc qu'on voit ça, diffuser des témoignages, entendre certaines femmes, ce qui a permis aussi après à d'autres femmes, en entendant ces témoignages, en fait, de se reconnaître aussi dans certaines mésaventures et certains parcours de soins où il y avait de la violence, ou en tout cas on pouvait questionner est-ce qu'il y avait une présence de violence ou pas. Et lorsqu'on réalise que soi-même ou une proche a vécu des violences obstétricales, quelle est la démarche possible ensuite? Est-ce qu'on peut déposer plainte, obtenir réparation? Qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, je pense que souvent la plainte, c'est pas tellement la première démarche. En général, les gens aboutissent à des plaintes, c'est quand vraiment ils ont tout essayé avant pour recommuniquer avec les soignants avec qui ils ont eu un problème et que ça a échoué. Donc, alors, il y a quand même ces services dans les hôpitaux, justement, d'entretien de vécu d'accouchement. Il y a aussi des services, des espaces patients dans plusieurs hôpitaux où il y a quand même une recherche, en fait, d'écoute des patients et de voir si on peut retrouver un terrain d'entente. Donc ça peut être des portes d'entrée. Ensuite, justement, de consulter peut-être un autre soignant avec qui on se sent en confiance, qui a peut-être moins aussi un besoin de protéger ses collègues, etc., et qui peut vraiment écouter une certaine souffrance, ça peut être utile. Il y a des associations aussi, il y a l'association Renaissance qui est basée à Lausanne, qui fait régulièrement, une fois par mois, des soirées d'écoute où des femmes et aussi parfois des hommes vont pour raconter leur récit et puis être entendus. Et ça, c'est vraiment très important. C'est-à-dire d'être reconnu dans la manière dont on a vécu ce qui s'est produit. Donc ça peut être utile. Donc le milieu associatif, le milieu professionnel quand même. Je pense qu'il y a aussi des psys qui peuvent parfois être utiles dans certaines situations, suivant les types de symptômes qu'on a. On a aussi plusieurs psys qui sont très investis en Suisse romande pour ces questions-là. Mais je pense qu'il faut, en tout cas, trouver une alliée solide pour pouvoir à la fois partager, comprendre ce qui est arrivé, et puis aussi peut-être retourner vers l'unité de soins. Il y a des personnes qui écrivent des lettres pour dire ce qui s'est passé pour elles. En général, c'est pris très au sérieux. Mais par contre, je retournerai peut-être pas forcément seule auprès de la personne avec qui on a eu un gros problème, parce qu'effectivement, je pense que c'est un peu risqué. Dans le sens, est-ce qu'une personne qui est prise à partie va être à même d'écouter vraiment la personne qu'elle a pris à partie? C'est souvent assez difficile de faire ça, et il y a meilleur temps qu'il y ait en tout cas quelqu'un d'autre. On l'a compris, les violences obstétricales ne se résument pas à des gestes isolés ou à des erreurs de parcours. Elles s'inscrivent dans un contexte politique, médical et social beaucoup plus large. Et leur étude est à l'intersection de plusieurs disciplines. Dans l'histoire de la médecine, le corps des femmes a souvent été perçu comme un corps à surveiller, à contrôler. D'où est-ce que ça vient, selon vous? Et est-ce que ça influence aujourd'hui la manière dont on encadre la grossesse et l'accouchement? Ce qu'on peut dire quand même, c'est que longtemps, la médecine a plutôt été une profession d'hommes. Donc c'est vrai que la médecine gynécologique, c'était une profession d'hommes qui ont travaillé sur des corps de femmes. Dans un contexte aussi, la gynécologie, il y a une partie de ces savoirs et de ces outils qui ont été développés aux États-Unis à l'époque de l'esclavage, lorsque l'esclavage n'était pas encore révolu. Et donc il y a par exemple une partie de ces savoirs qui ont été construits sur des femmes à qui on n'a pas du tout demandé le consentement, c'est-à-dire où on a pris leur corps pour faire des expérimentations, pour construire des objets. Donc il y a une histoire très violente aussi qui existe et dont on n'a pas forcément fait l'analyse a posteriori pour déjà
poser peut-être des excuses sincères et vraiment faire quelque chose au niveau de restaurer un peu de justice sur son historique. Et il y a quand même le déploiement de la discipline qui part de là. Après, il y a quand même eu des initiatives, évidemment, pour chercher à traiter des problèmes qui concernaient les femmes, mais dans un contexte quand même assez paternaliste, pas être patriarcal aussi, ou avec ce positionnement en fait du médecin et des soignants, parce que je pense que les soignantes, même les soignantes que sont les sages-femmes, font aussi partie de ce système où c'est quand même pas si rare d'avoir ce positionnement de nous on sait puis l'autre sait pas, et ce type de positionnement a aussi assez souvent en fait légitimé de croire qu'on peut se permettre de faire des choses sur l'autre et sur son corps parce que nous, on pense qu'on sait. Et donc, on voit qu'on est aussi dans ce qu'on appelle des injustices épistémiques, c'est-à-dire des injustices au niveau du plan des savoirs, où, moi, en tout cas, comme sage-femme, j'ai grandi dans un milieu où il y avait quand même beaucoup cette idée que c'est... Puis je pense que moi, c'est une idée une forme de représentation que j'ai eue en tant que jeune diplômée, cette idée que c'est nous qui savons, et donc l'autre, finalement, il a qu'à presque obéir, on pourrait dire. Et donc, dans les approches actuelles, il y a quand même cette idée... Chez les soignants, ça existe aussi, mais chez les socio-anthropologues et les chercheuses féministes, ça peut aussi être des psychologues d'ailleurs, qui s'intéressent à ces questions. La préoccupation autour justement de cette justice des savoirs, la justice épistémique, elle devient très présente, c'est-à-dire qu'on cherche maintenant, aujourd'hui, à vraiment... lutter pour qu'on reconnaisse en fait les savoirs des femmes aussi, les savoirs des personnes concernées, qui qu'elles soient, sur leur expérience, sur leur corps, sur ce qui se passe. Parce que c'est vrai que si moi je reçois une femme pour un contrôle de grossesse, que ce soit planifié en urgence ou dans un accouchement, je ne suis pas dans son corps, je ne peux pas sentir ce qu'elle sent, et mon seul outil pour pouvoir bien faire mon travail, c'est d'être vraiment complètement à son écoute et de respecter ce qu'elle me dit de son expérience et de ce qu'elle ressent. Et ça, c'est quand même quelque chose qui... il y a beaucoup d'écoute parmi les soignants, mais le manque d'écoute, il est encore bien là aussi. Moi, je rencontre trop d'exemples où ça existe encore, c'est encore bien là. Donc on serait passé d'un système assez vertical à quelque chose qu'on essaye de rendre plus horizontal ? Oui, je pense que le système, il est nettement moins vertical qu'il a eu été. Après, je me méfie toujours aussi ces catégorisations trop de faire des blocs historiques, parce que j'ai aussi vécu des moments où, il y a 30 ans, où il y avait des gens qui avaient beaucoup d'écoute et qui étaient très sensibles à ce que les femmes partageaient. Donc, c'est pas quelque chose qui se modifie en bloc. Déjà, souvent, ce qu'on a, c'est que ça se modifie à un niveau institutionnel. Alors, on a tous nos cadres légaux, ça aide, évidemment. En Suisse, il y a les cantons, avec des cadres légaux un peu différents. Mais après aussi, une politique de soins, souvent, elle se décide à un niveau institutionnel et puis elle se vit dans une équipe. Ce qu'on appelle en sociologie, souvent le niveau de la communauté de pratique. Et donc, il y a des habitudes pratiques qui se nourrissent et puis qui se transmettent parce qu'on travaille ensemble. Et puis, c'est aussi à ce niveau-là, en fait, qu'il y a des changements qui s'opèrent ou qui ne s'opèrent pas. Et donc, on peut avoir sur un même territoire, en fait, une communauté de pratiques où, justement, ce droit au consentement ou ce droit à une justice d'accès à des soins de qualité, elle est mieux ancrée dans l'équipe. Et puis, on va à 10 km plus loin ou 50 km plus loin, puis tout à coup, il y a quelque chose qui est assez différent, avec des problématiques qui sont mises en avant qui peuvent être différentes. Donc, il y a aussi différents niveaux d'intervention. Et on peut avoir à la même époque un endroit où on a plus de respect, puis un endroit qui est très proche où il y en a moins aussi. Alors vous me dites si je me trompe, mais l'accouchement, qui était autrefois un moment collectif, accompagné par d'autres femmes, il est aujourd'hui devenu un acte médical très technicisé. Est-ce que cette transformation a changé la manière dont on vit la naissance, le rapport au corps, à la douleur et au consentement ? Alors c'est sûr qu'il y a eu une migration de l'accouchement du domicile vers le milieu hospitalier qui a eu lieu
la première moitié du 20e, dans les années 70, à des vitesses différentes selon les pays. Mais ce qu'on fait souvent quand on critique la technomédicalisation de l'accouchement, c'est ce qu'on appelle une invention de la tradition. C'est-à-dire qu'on présente assez systématiquement la période d'avant comme étant meilleure que la période actuelle. Or, si on regarde l'historique de l'hospitalisation de l'accouchement, par exemple à Genève, c'est vrai qu'il avait aussi été décidé parce qu'il y a toute une partie de la population qui ne vivait pas dans des conditions où des accouchements à domicile étaient vraiment souhaitables. C'est-à-dire qu'il y avait quand même des quartiers qui étaient en assez mauvais état, avec des conditions qui étaient dures pour les femmes qui allaient accoucher. Et donc, l'accouchement à domicile par le passé, mais il était aussi fortement dépendant en fait des conditions dans lesquelles les personnes vivaient. Et donc il n'y avait pas une espèce de avant heureux où on vivait les choses de manière harmonieuse dans la communauté avec une sage-femme qui savait cueillir les herbes, etc. Je pense qu'il y avait une grande hétérogénéité des situations d'accouchement à domicile, avec certaines qui étaient vraisemblablement assez dramatiques et vraiment très dures à vivre. Parce que c'est vrai qu'il y a certains accouchements, on est très très content de pouvoir les vivre en milieu hospitalier. Mais il y a des accouchements qui sont vraiment très durs. Et donc, ce qui est un peu embêtant, et ce avec quoi on lutte, notamment avec Solène Gouillers aussi, c'est de sortir en fait de ces simplifications en fait, de l'évolution historique de l'accouchement et du suivi de la naissance, parce qu'on ne tient pas compte en fait justement du tissu social d'avant la modernité et du manque de moyens qu'il y avait aussi à domicile à certains moments. Après, je ne cache pas que l'hospitalisation de l'accouchement, peut-être aussi, elle a trop été présentée comme une espèce de baguette magique. Il y a même des recherches qui montrent que ça n'aurait pas toujours autant aidé que cela. C'est l'autrice Tout qui a montré ça. Et puis qu'effectivement, ça s'est accompagné d'une technicisation grandissante à géométrie variable elle aussi, de région à région, de pays à pays. Et qu'à certains moments, on était un peu techno-happy, c'est-à-dire qu'on avait tendance à implémenter un peu facilement toute nouvelle technologie qui semblait... qui arrivait sur le marché sans toujours interroger en fait qu'est-ce qu'elle allait produire pour l'expérience de la femme qui était là, qu'est-ce qu'elle allait vraiment produire en termes d'avantages pour sa santé, celle de son fœtus, qu'est-ce qu'elle allait produire pour son expérience. Et je pense il y a eu quelques erreurs de casting, quelques systématismes qui vraiment n'auraient jamais eu lieu d'être. L'épisiotomie systématique, je pense que c'est le meilleur exemple, celui qui est le plus médiatisé peut-être aussi, mais de ces gestes superflus ou de ces techniques qu'on a trop utilisées. Donc oui, on a eu des problèmes à régler avec l'hospitalisation de la naissance, mais non, avant, c'était pas un espèce de paradis. On n'a pas perdu un paradis en hospitalisant la naissance. On en a touché un mot tout à l'heure. Il faut bien sûr mentionner aussi le contexte institutionnel, les protocoles, la surcharge de travail, la pression sur les équipes. Est-ce que ces conditions peuvent favoriser, même involontairement, des formes de violence obstétricale ? Alors, deux choses. Je pense que oui, c'est indéniable que ça joue un rôle. Pour qu'on ait un bon suivi des femmes, il faut que les professionnels travaillent dans de bonnes conditions. C'est une condition sine qua non. Et c'est vrai qu'on a beaucoup de fluctuations en fait des dotations des sages-femmes, mais aussi des médecins, des obstétriciens, qui parfois sont notamment les assistants qui peuvent être vraiment mis sous pression au niveau de leurs horaires ou de la charge de travail. Et puis que ça joue évidemment un rôle, que c'est rare qu'on suisse, enfin ça varie constamment en fait. Par moment, tout à coup, on est conforme aux normes internationales ou même aux normes du one-to-one, une sage-femme pour tout l'accouchement. Et puis tout à coup, il y a un épisode d'austérité budgétaire qui passe par là et une norme qui était installée depuis 2-3 ans redisparaît. Et il y a une espèce d'insécurité, en fait, qui est créée où on ne sait jamais pendant combien de temps on va être doté correctement. Et là, je pense qu'il y a vraiment un effort à faire parce que l'obstétrique, c'est vraiment pas le secteur de la médecine qui coûte le plus cher, vraiment pas. Parce que déjà, les femmes, elles accouchent 2 fois, 3 fois, 1 fois, voire même dans leur vie ou pas.
Et l'épisode en fait d'hospitalisation, il est très court comparé à d'autres de nos autres épisodes de santé. C'est pas le gros budget des hôpitaux. Et je pense que quand on voit les conséquences que ça peut avoir à long terme, que d'avoir des équipes mal dotées, stressées et qui n'arrivent pas à suivre à un moment donné bien les accouchements, je pense que c'est un mauvais calcul. Après, je pense que c'est aussi un argument. Comment est-ce qu'on fait quand on reçoit aussi des professionnels au premier jour? Ils sortent de l'école, elles sont toutes contentes, c'est la plupart des femmes, donc je vais dire elles. Elles sont engagées pour garder ce niveau d'engagement, d'implication tout au long de la vie professionnelle. Parce qu'on voit qu'il y a des professionnels qui perdent aussi ça. Et comment est-ce que l'institution fait, quelles sont les conditions qu'elle met en place pour qu'on garde en fait cette envie de bien faire, de respecter l'autre, d'être aussi capable d'entendre en fait quand les personnes qu'on soigne ne sont pas contentes ou ne sont pas satisfaites. Ça arrive, c'est couru, c'est normal. C'est aussi un autre article de ma collègue Clara Blanc qui montre que, suivant les émotions a posteriori qui sont exprimées par les femmes ou les couples, eh bien, si on arrive à accueillir la tristesse, ça va. Mais par contre, on a beaucoup de peine à accueillir la colère. Et je suis désolée, mais la colère, c'est une émotion très commune de l'être humain. C'est vrai que ça s'apprend. Comme psy, je pense que vous le savez très bien. Et puis 2, il faut qu'on soit suffisamment solide en continu pour qu'on soit à même d'accueillir, y compris les colères. Merci Patricia pour cet échange éclairant. Et merci à vous, chers auditeurs, d'avoir été avec nous pour ce nouvel épisode du podcast « Le féminisme, c'est pas un truc de fille ». On s'arrête ici aujourd'hui, mais ne partez pas trop loin. La semaine prochaine, on continue cette conversation essentielle autour des violences obstétricales en abordant les injustices reproductives et le racisme obstétrical. Un sujet passionnant, parfois dérangeant mais nécessaire parce que oui, tout cela se passe ici, chez nous, en Suisse. À très vite et d'ici là, prenez soin de vous.